Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire organisé par le MEDEF Île-de-France et le MEDEF territoriaux Seine-et-Marne, Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Est parisien et Val d'Oise. Ce webinaire, donc plan France Relance, donc nous allons essayer de décrypter donc les mesures à destination des entreprises en compagnie de la Directe Île-de-France. Le plan France Relance, attendu depuis le début de l'été par les chefs d'entreprise, présenté par le Premier ministre le 3 septembre, porte une attention toute particulière aux PME et TPE, qui représentent un tiers de l'activité des entreprises françaises. Baisse des impôts de production, renforcement de fonds propres, soutien à la relocalisation, accompagnement des secteurs industriels dans leur conversion environnementale, aide à l'embauche. Grâce à une enveloppe globale de 100 milliards d'euros, l'ambition du gouvernement est de retrouver en 2022 le niveau d'activité d'avant la crise. Le MEDEF Île-de-France et les MEDEF territoriaux, Yvelines, Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Est parisien et Val d'Oise, ont conçu ce webinaire dans l'objectif de répondre aux interrogations des chefs d'entreprise. Les questions sont multiples. Notamment, que contient ce plan de relance à destination des entreprises? Quelles sont les entreprises concernées? Pour quel type de projet? Quels sont les leviers? À qui s'adresser pour demander à bénéficier de ce plan de relance? Quels sont les mécanismes de soutien à l'investissement? Comment les mobiliser sur le terrain? Quelles sont les mesures d'aide à l'embauche? Les spécificités de ce plan pour les jeunes? Donc, pour répondre à toutes ces questions, nos invités partageront leur expertise et répondront en direct à vos questions. Donc, M. Gaëtan Rudan, directeur de la Directe d'Île-de-France, M. Benjamin Lepercher, chef du pôle entreprise, emploi et économie de la Directe d'Île-de-France, Olivier Rémy, chef du département économique de l'État en région de la Directe Île-de-France. Donc, M. Gaëtan Rudan, pouvez-vous nous faire une présentation un peu plus globale de ce plan? Bien volontiers. Et d'abord, vraiment merci au MEDEF de l'initiative de ces webinaires. C'est vraiment important pour nous d'avoir l'occasion d'entendre les questions, de partager avec les chefs d'entreprise sur la réalité de ce qui est mis en œuvre, sur ce qui marche, sur ce qui peut poser des difficultés. Donc, un grand merci pour ça. J'ai compris que notre enjeu ce matin était d'aller assez vite dans le concret. Néanmoins, je pense qu'on a tous besoin, avant d'entrer dans le concret, de se reposer quelques éléments un peu plus généraux. Et le premier élément que j'ai envie de reposer avec vous, c'est se dire, depuis 6 mois, qu'on échange, qu'on travaille ensemble sur des mesures d'urgence, le début de la relance, qu'est-ce qui a été mobilisé en Île-de-France? Évidemment, nous avons tous à l'esprit le dispositif d'activité partielle. Je n'y reviens pas plus que pour vous donner un chiffre. L'activité partielle en Île-de-France, c'est 6,1 milliards d'euros qui ont été versés aux entreprises. Alors, bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans une phase de très forte décroissance, à part sur quelques secteurs qui demeurent très, très exposés, mais c'est quand même tout à fait considérable. Les chiffres donnent un peu le tournis parfois. Une mesure tout aussi structurante, les exonérations de cotisations, les reports ou exonérations de cotisations fiscales et sociales, c'est près de 5 milliards d'euros en Île-de-France. Le prêt garanti par l'État a été mobilisé par des entreprises à hauteur de 44 milliards d'euros et le fonds de solidarité a permis d'apporter aux toutes petites entreprises près de 1,4 milliard d'euros, chacun pouvant recevoir quelques milliers d'euros, ce qui en soi est parfois très, très important pour faire face à une difficulté de trésorerie. Donc, c'est une mesure qui était très utile également. Enfin, comme les choses ne se sont pas toujours passées, y compris dans les relations bien passées, y compris dans les relations interentreprises, des dispositifs de médiation ont été mobilisés et près de 850 médiations ont été entreprises sur des sujets liés à la crise. Donc, je n'ai pas envie de revenir très longtemps sur ces chiffres, mais ça me paraissait important, même si on a tous du mal à se projeter
sur ce que ça veut dire 8 ou 10 milliards d'euros, puisque c'est ça les sommes dont on parle pour l'Île-de-France. C'était quand même important de se donner un peu de visibilité. Alors, le plan de relance, vous avez commencé à le dire de façon très claire, c'est 3 types de mesures. Des mesures qui visent à apporter un soutien à court terme, des mesures qui visent à accompagner des défis structurels et des mesures qui sont ambitieuses dans le moyen et le long terme et qui visent à transformer notre économie. Les sujets de court terme, on le verra, c'est soutenir l'activité avec de l'investissement public, c'est outiller les entreprises pour éviter les pertes de compétences, le dispositif d'activité partielle de longue durée, par exemple. C'est soutenir la santé, la situation financière des entreprises. Mesures un peu plus structurelles sont toutes celles qui tournent autour du soutien à l'innovation, à la productivité, tout ce qui peut rendre notre économie plus compétitive. Vous avez cité les impôts la baisse des impôts de production, c'est quand même près de 20 milliards d'euros. Et puis les mesures de plus long terme sont celles qui vont accompagner la transition écologique, y compris la décarbonation de l'industrie, la transformation numérique et la résilience avec les sujets fort importants de relance. Du coup, ces 100 milliards d'euros, globalement, on considère qu'ils sont répartis en 3 ensembles. Un premier ensemble qui tourne autour des mesures de compétitivité pour près de 35 milliards d'euros, sont les baisses des impôts de production, 20 milliards d'euros, le renforcement des fonds propres, 3 milliards, la question de souveraineté technologique et de résilience, donc les questions de relocalisation, 6,9 milliards. La mise à niveau numérique de l'État, des territoires, des entreprises, près de 2 milliards, et le soutien à l'export avec 2,7 milliards. Donc un premier ensemble très important autour des enjeux de compétitivité de notre économie. Deuxième ensemble tout aussi important autour de l'écologie, avec évidemment des mesures qui sont faites pour apporter de l'économie, des questions de rénovation énergétique qui vont contribuer à développer l'activité pour le secteur du bâtiment, notamment, même si on verra, il peut y avoir encore beaucoup de questions, les questions de décarbonation de l'industrie, qui là aussi sont destinées aux entreprises. Et enfin, le troisième ensemble, c'est les mesures dites de cohésion, qui là aussi peuvent être utiles et mobilisées par les entreprises. Cohésion vers les jeunes, j'en avais déjà un tout petit peu parlé, on a besoin que les entreprises prennent aussi en compte cet enjeu des jeunes. L'aide à l'embauche des jeunes est à la fois une question de compétitivité pour les entreprises, mais aussi clairement une question de société. Les mesures de sauvegarde de l'emploi ou les questions de formation professionnelle. L'impact qui est recherché, c'est effectivement de ramener la croissance à son niveau d'avant-crise en 2022, de créer 160 000 emplois et de réduire les émissions de CO2 de 57 millions de tonnes à titre principal. Voilà, désolé pour ce temps de remise en contexte, mais je pense que c'est important avant d'entrer dans les mesures concrètes qui sont le cœur de nos questions aujourd'hui. Oui. Alors, parfait, M. Ruland. Lorsqu'on a besoin de mobiliser les fonds de ce plan de relance, à qui s'adresser? Et peut-on parler de l'accélération et la simplification des démarches administratives? Certaines enveloppes étant disponibles jusqu'à la fin de l'année, comment peut-on inciter les entreprises portant des projets pour aller vite? Alors, première chose, d'abord, le gouvernement a vraiment le souhait de faire en sorte que ces fonds de relance, et notamment tous les fonds de court terme, soient très rapidement dans la trésorerie des entreprises, parce que la relance, ce n'est pas juste une incantation, c'est de l'activité. Et donc, pour qu'elle ait un effet, il faut que les choses se passent vite, et c'est vraiment l'objectif. Alors, bien sûr, dans de nombreux dispositifs, il y a parfois besoin de traiter quelques questions techniques. Je vais prendre un exemple tout simple. L'aide à l'embauche des jeunes est active depuis plusieurs semaines. Le dispositif qui permet de faire la déclaration sera, lui, opérationnel le 1er octobre.
Et donc, pour autant, l'idée était évidemment de faire en sorte que toutes les entreprises qui ont participer à cet effort soit aisément éligible. Donc, pour avoir un peu de visibilité sur l'ensemble des mesures, sur leurs outils, bien évidemment, vous pouvez vous référer à notre site internet qui les liste toutes. Et puis, sur tel ou tel sujet, nos collègues, que ce soit au sein du MEDEF ou au sein du réseau consulaire, sont là pour apporter de l'aide aux chefs d'entreprise. Et j'espère surtout que notre échange de ce matin permettra d'apporter des réponses concrètes sur les dispositifs qui intéressent les chefs d'entreprise. Parfait. Donc, si on a une demande, on se connecte sur le site de la Directe et on a toutes les démarches à effectuer pour justement solliciter ces fonds-là. On continue à les mettre à jour au fur et à mesure que les informations nous parviennent, mais effectivement, la grande majorité des informations sont là, ou en tout cas les liens vers les sites pour faciliter le repère pour les entreprises. D'accord, parfait. Une autre petite question qui tourne autour du télétravail. En Île-de-France, l'État incite à ce que le télétravail soit déployé autant que possible. Donc, inscrit dans la loi comme un droit, le télétravail ne doit être décidé unilatéralement, comme vous savez. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, si vous voulez, auxquels il faut tenir compte, les accidents professionnels, les heures supplémentaires, etc., etc. Quels sont un petit peu que peut nous dire la Directe à ce sujet justement du télétravail et toutes ses conséquences dans la modification, je dirais, dans les rapports au sein d'entreprises entre employeurs et employés, et comment peut-on un petit peu avoir une visibilité sur les différentes problématiques qui peuvent éventuellement en découler, comme je viens de dire, les accidents professionnels, les heures supplémentaires, etc., etc. Alors, premier élément de réponse, c'est vrai que la situation est très particulière. On a connu tous le télétravail, y compris dans une maison comme la Directe, avec une intensité qui était très variable selon les entreprises. Chez nous, 10-11% de télétravail. Aujourd'hui, pour limiter l'utilisation des transports en commun, pour faire en sorte que, y compris dans les entreprises, les rassemblements ne soient pas trop nombreux, on persiste à soutenir que le télétravail est une bonne modalité d'organisation du travail. Et du coup, on se retrouve avec des entreprises et des administrations qui n'étaient pas préparées à un tel niveau de recours au télétravail, posant beaucoup de questions. On en est vraiment conscient. La première chose qu'il faut qu'on se réaffirme tous ensemble, c'est que le télétravail, ce n'est pas un choix de désorganisation. C'est un choix d'organisation, et un choix d'organisation de l'entreprise, et qu'il y a donc une réflexion à avoir, à porter. Ce n'est pas un salarié qui décide d'être en télétravail, c'est une organisation qui se met en place, même si on a tous ici ou là des difficultés particulières avec tel ou tel collaborateur. Le deuxième sujet, c'est que cette organisation, par différence avec celle qui se met en place quand on a le temps de la travailler, elle s'est installée assez rapidement. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et donc, chaque organisation peut, et c'est même vraiment un conseil, doit viser à organiser les choses de manière appropriée pour l'entreprise. Ici, le système de télétravail prévoira, par exemple, du décompte du temps avec un système de badgeage à distance. Ailleurs, l'organisation du télétravail fera le décompte des jours de travail. Dans un troisième, le pilotage se fera par la gestion de la charge ou de la productivité. Donc, il n'y a pas de réponse univoque à la question de quelles conséquences pour l'organisation. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'on ne tombe pas du tout dans un domaine de non-droit. Et je sais, puisque vous m'en aviez fait part, que des préoccupations existent autour, par exemple, des heures supplémentaires.
les heures supplémentaires, eh bien, vont s'apprécier en fonction de l'organisation. Si l'organisation de l'entreprise prévoit, on ne parle bien sûr pas des cadres forfaits, hein, mais prévoit concrètement un décompte à distance, alors les heures s'apprécieront de la même façon que dans l'entreprise. Si par contre on est sur des temps de travail un peu forfaitaires, ils peuvent s'apprécier dans la relation avec le manager. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, il y a une incitation à ce que le télétravail demeure un mode d'organisation utilisé par les entreprises, et notamment en Île-de-France. Et non, ça ne devient pas un domaine de non-droit ou de désorganisation. Très bien. Une dernière petite question concernant notamment les contrôles. En cas de contrôle de la directe, par rapport au télétravail, par rapport à certaines plaintes de certains collaborateurs qui sont en télétravail. Avez-vous quelques recommandations, quelques bonnes pratiques à indiquer aux chefs d'entreprise pour justement répondre aux demandes de l'inspection du travail et les accueillir? Alors, merci de cette question. Ça me donne l'occasion de rappeler que l'inspection du travail, dans toute son organisation, mais y compris pour les inspecteurs du travail, intervient bien sûr pour corriger des pratiques quand elles ne sont pas normales, mais elle intervient aussi pour apporter un conseil. Et du coup, bien sûr, l'inspecteur qui arrive ne sait pas encore comment les choses se passent dans l'entreprise. Donc parfois, vous pouvez avoir le sentiment qu'il doute. S'il doute, et c'est normal, c'est pas qu'il remet en cause la bonne foi, c'est qu'il est à un moment où il ne sait pas encore comment les choses se sont passées. Donc, avec de la transparence, de l'explication, vous pourrez apporter les éléments qui lui permettent d'être confiant dans ce qui a pu être mis en œuvre. Et surtout, je le dis de façon très, très simple, nous sommes tous conscients que la période est extrêmement particulière et que donc il faut que nous puissions apporter bien, comme je le disais, certes la surveillance, mais aussi un accompagnement qui soit approprié dans cette période. Très bien, M. Rudan. On va passer maintenant au volet économique. Et d'ailleurs, il y a une question qui vient un petit peu de nos téléspectateurs. Une question sur les indépendants dont le CA est à 0. Peut-on dire qu'ils sont les oubliés de ce plan? Et d'ailleurs, cette question s'adresse à M. Olivier Rémy, qui est votre spécialiste en économie. Bonjour à toutes et tous. Donc merci beaucoup pour cette question et merci d'ailleurs pour l'organisation de ce webinaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que les indépendants, et notamment les indépendants qui ont 0 salarié, ne sont pas du tout les grands oubliés, parce que justement, il y a quand même eu la mise en place du Fonds de solidarité. Fonds de solidarité qui a permis notamment, comme le rappelait Gaëtan Rudan, de soutenir les entreprises d'Île-de-France à hauteur de plus de 1 milliard d'euros. Donc c'est vrai que c'est vraiment une population et un type d'entreprise pour lesquels beaucoup de choses ont été faites depuis le début. Par ailleurs également, c'est aussi une population sur laquelle les reports de charges, et notamment des exonérations de charges sociales, ont été mis en place. Par exemple, a été voté pendant l'été le fait que pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui ont été fermées administrativement pendant la crise, les charges patronales notamment seraient exonérées pour la période de la crise, allant donc du 2 février au 30 avril, désolé, pour ces entreprises-là. Donc c'est une mesure spécifique qui a été mise en place spécifiquement pour les petites entreprises et qui permet justement de les soutenir dans cette période compliquée. Donc, ce n'est pas une population qui a été oubliée. C'est vrai que c'est une population qui ne peut pas potentiellement émarger à beaucoup des mesures du plan de relance,
Cependant, d'autres mesures spécifiques ont été mises en place pour les aider, pour les accompagner. Très bien. Merci pour cette réponse. Quels sont les leviers qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement bénéficier de ce plan de relance, Monsieur Rémy? Alors, peut-être si ça vous va, moi je pense qu'il serait intéressant de revenir sur le volet compétitivité et soutien à l'investissement, et notamment soutien à l'investissement industriel du plan de relance. Donc peut-être très rapidement, rappeler quand même la philosophie de ce qui est fait. L'idée, c'est bien d'essayer de faire en sorte que l'impact que la crise a sur la trésorerie des entreprises soit le plus limité possible, notamment sur les investissements des entreprises et donc sur la croissance et sur l'emploi du futur et à moyen terme. Et donc pour ce faire, beaucoup de mesures ont été mises en place, notamment pour aider les entreprises à investir. Donc, comme l'a rappelé Gaëtan, la mesure principale qui a été mise en place, c'est bien sûr la baisse des impôts de production. Donc, ça représente 10 milliards par an, à commencer du 1er janvier 2021, et passe notamment par la baisse de plusieurs impôts de production, comme notamment la part régionale de la CVAE. Donc, pourquoi est-ce que c'est incitatif et que ça aide à soutenir l'investissement? C'est que bien sûr, c'était des impôts dont l'assiette était sur le chiffre d'affaires et non sur la marge. Et donc, du coup, leur réduction peut permettre donc leur réduction peut permettre et rendre des investissements plus incitatifs. Et c'est bien sûr une mesure qui est automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles y auront le droit dès le 1er janvier 2021. Alors, au-delà de cette mesure massive, il y a et dès à présent des fonds de soutien à l'investissement industriel qui ont été mis en place. Donc, sans rentrer trop dans le détail, il y a aujourd'hui 6 grands fonds qui sont disponibles et mobilisables dès à présent pour les entreprises. 3 fonds concernent des filières spécifiques, soit parce qu'elles sont particulièrement affectées par la crise, c'est notamment le cas de l'automobile et de l'aéronautique, soit parce que leur soutien représente un intérêt stratégique pour le pays. A notamment été mis en place un fonds de soutien aux filières dites stratégiques et dont les activités sont intéressantes à relocaliser. Au-delà de ces 3 premiers fonds, un fonds de soutien à l'investissement industriel généraliste a été mis en place, permettant de soutenir les projets d'investissement des entreprises. Un fonds a également été mis en place pour soutenir les projets de décarbonation de la production des entreprises. Et enfin, un dernier fonds a été mis en place pour soutenir l'achat de matériel productif innovant, que ce soit imprimante 3D ou autre matériel. Donc, il y a eu 6 fonds qui ont été mis en place, qui représentent en tout 650 millions d'euros jusqu'à fin 2020 et plus pour les années à venir. Et donc, ces fonds sont directement mobilisables et on encourage l'ensemble des entreprises qui ont des projets matures qui peuvent émarger à ces fonds de le faire dès à présent. Parfait. Une question pratico-pratique. Comment mobiliser sur le terrain, comment mobiliser ces fonds-là sur le terrain? Et d'ailleurs aussi, il y a une question qui revient assez souvent, c'est la rapidité pour irriguer l'économie. Recours administratif, délai de traitement, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner aux entreprises? Alors, peut-être commencer par le sujet de la rapidité. Ce qui est vrai, c'est que la philosophie avec laquelle a été fait ce plan de relance, et vraiment nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est que l'on veut que les projets soient financés extrêmement rapidement. Si ce sont 650 millions d'euros qui ont été mis d'ici fin 2020, c'est qu'on aimerait et on veut qu'ils soient consommés d'ici la fin de l'année. Donc, en particulier, on encourage toutes les entreprises qui ont des projets d'investissement matures et qui peuvent être soutenus à les déposer et à nous en faire part au plus vite. Un système de traitement et d'instruction des dossiers a été mis en place de manière ad hoc, justement pour pouvoir permettre de soutenir au plus vite et d'irriguer l'économie au plus rapidement. Si on revient maintenant sur la question de comment faire la demande spécifiquement. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui ont été mises en place pour déposer les dossiers auprès de BPI. Et donc du coup, il faut aller sur le site de BPI et les entreprises verront l'ensemble des différents guichets sur lesquels déposer les dossiers.
Bien entendu, on est également à disposition pour répondre aux questions si besoin, et vous pourrez nous trouver nos contacts sur le site du ministère de l'Économie et de la Diaspora. Très bien. Donc, vous nous indiquez que, en fait, tous les projets d'investissement sont éligibles. Alors, il y a une question, d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que un industriel qui veut construire une usine, son projet immobilier peut être financé à travers ce plan de relance? Alors, donc, effectivement, c'est une question importante. C'est qui est éligible et pour quel type de dépenses? Tout d'abord, sur la question de qui est éligible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces aides sont adossées à un régime d'aide européen spécifique qui permet notamment à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou quelle que soit leur forme juridique, de répondre à l'appel à projet et d'émarger à ces fonds de soutien à l'investissement. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Vraiment, toutes les entreprises sont éligibles, et notamment les PME et les ETI du territoire. Si maintenant, on en vient à la question de qu'est-ce qui est finançable, sont finançables, en fait, les projets d'investissement au sens large. Donc, que ce soit investissement dans du matériel productif, mais également allant jusqu'à investissement potentiellement en R&D. Et donc, du coup, ce qui est vrai, c'est que nous, ce qu'on veut soutenir à travers ces fonds, c'est vraiment de l'investissement productif qui permettra de créer des emplois et de la croissance à moyen terme. Mais donc, pour en revenir à la question, sont finançables tout type d'investissement, que ce soit en matériel, dans des machines ou également dépenses d'investissement. Très bien, merci. Maintenant, je vais m'adresser à M. Benjamin Lepercher sur sa capacité à nous présenter le dispositif de soutien à l'emploi et à la formation. On vous écoute, merci, M. bonjour Lepercher. à tous. Je vais essayer de vous présenter un champ effectivement assez vaste en quelques minutes. Principalement, on a trois types de mesures dans le plan de relance. La première, c'est les aides à l'embauche pour les apprentis, pour les jeunes en particulier, pour les travailleurs handicapés dans une moindre mesure. Le deuxième volet, c'est la préservation de l'emploi avec la continuation de l'activité partielle dans un nouveau modèle d'activité partielle de longue durée. Et le troisième volet, qui est annoncé au précédent, c'est effectivement les questions de formation professionnelle avec le FNE Formation. Si vous me permettez, je vais commencer par les aides au poste, les aides à l'emploi, pardon. Donc, les deux principales, c'est effectivement les aides à l'embauche des jeunes. Il y a un volet très important du plan de relance qui est consacré à l'emploi des jeunes. C'est effectivement malheureusement une difficulté qu'on a en période de tension économique, c'est que les jeunes sont un peu tenus à la lisière du marché du travail. Donc, il y a un effort très important qui est consenti par l'État pour accompagner ça, évidemment. Tout le monde compte sur les entreprises pour s'en saisir et faire leur part dans l'emploi des jeunes pour les prochaines années. Très concrètement, c'est une aide de 4 000 € pour tout emploi de jeunes de moins de 26 ans. Donc, comme le disait Gaëtan Coutan tout à l'heure, l'aide est ouverte dès aujourd'hui, même si techniquement, pour la demander, il faudra attendre le 1er octobre que le guichet d'aide soit ouvert. Mais les embauches que vous feriez dès aujourd'hui seront évidemment éligibles rétroactivement à l'aide d'embauche depuis le 1er juillet. La deuxième aide concerne également des jeunes, mais sur un champ un tout petit peu plus large, chez les apprentis, puisque les aides de soutien aux employeurs d'apprentis ont été assez largement augmentées pour arriver à des forfaits de 5 000 € pour des mineurs et 8 000 € pour des majeurs pour la première année, pour les nouveaux contrats pour la première année. C'est une augmentation assez substantielle et techniquement, c'est le même circuit que les aides existantes, donc il n'y a pas de demande particulière à faire pour les entreprises. Il y a une petite inquiétude quand même qu'on ait une baisse des recrutements des apprentis qui fait que cette aide a été annoncée Oui, bien sûr. il y a maintenant quelques mois pour essayer de prendre un maximum d'avance et d'éviter un creux de recrutement. C'est vraiment une priorité très importante et j'invite tous
tous nos auditeurs à s'en saisir et à le faire savoir. Voilà, pour la partie aide à l'embauche, c'est les deux principaux dispositifs. Le dispositif travailleurs handicapés est calqué sur celui de l'embauche des jeunes. Deuxième sujet, l'activité partielle. Donc, on l'a rappelé au début du webinaire, c'est en euros le principal dispositif de soutien qui a été déployé pendant la crise. En Île-de-France, on a eu une grande majorité des entreprises qui ont des salariés qui ont recouru. C'était un dispositif qui avait été transformé très, très rapidement au mois de mars pour passer d'un dispositif assez exceptionnel à un dispositif de masse. On revient progressivement à un dispositif normal. Alors, ce n'est pas celui qui existait avant, mais quand même, c'est pas, voilà, le fonctionnement normal de l'économie ne doit pas être qu'on recourt à l'activité partielle en routine, pour ainsi dire. Du coup, on a des taux d'intervention en baisse progressivement. Ils ont déjà baissé en juin. Ils vont rebaisser dans les prochaines semaines, à part pour quelques secteurs qui sont restés protégés parce qu'effectivement, ils étaient dans une situation économique particulièrement compliquée. C'est tous ceux qui accueillaient du public ont particulièrement souffert pendant la crise. C'est aussi les secteurs aéronautiques et associés. Vous trouverez la liste précise, évidemment, sur les sites du ministère et si c'est votre facilité, dans tous les décrets qui sont publiés au JO. Mais je pourrais revenir si vous souhaitez. En relais de ça, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des entreprises qui vont traverser une crise plus durable, qui va dépasser le côté très conjoncturel du confinement, même si le confinement, c'est quand même extrêmement vrai que c'était une durée limitée. La reprise est progressive, donc voilà, on n'a pas fermé du jour au lendemain le recours à l'activité partielle, mais le pari, c'est que la majorité des entreprises va retrouver une activité à un niveau à peu près normal dans les prochains mois. Par contre, dans certains secteurs, il va y avoir des difficultés beaucoup plus longues et un creux, disons, de chiffre d'affaires qui va durer. Du coup, un nouveau dispositif en relais, pour ainsi dire, d'activité partielle a été créé. C'est l'activité partielle de longue durée. C'est un peu le même principe vu de loin que l'activité partielle, c'est-à-dire que la puissance publique vient compenser une partie du coût des salaires pour les entreprises, avec des taux qui restent très avantageux par rapport à ceux de l'activité partielle aujourd'hui et dans les prochaines semaines. En contrepartie, c'est là qu'il y a une nouveauté, d'un accord. Un accord entre les partenaires sociaux, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la branche. Accord qui doit préciser quels sont les salariés concernés par l'activité partielle, quelle est la durée, quel est le taux de recours à l'activité partielle, enfin ça c'est comme sur l'activité partielle, mais classique. Mais en plus de ça, quelles contreparties sont mises à ce recours à l'activité partielle. Contreparties peuvent être dans de préservation des emplois, donc c'est assez schématique, on ne peut pas faire de licenciement économique sur les salariés qui ont été mis en activité partielle de longue durée, et des contreparties en matière de formation. Parce que l'idée du dispositif, c'est d'aider les entreprises à traverser cette période de creux, mais surtout à être prêtes à repartir dès le moment venu, et donc mettre à profit cette période de creux en recourant à la formation professionnelle. Ce qui m'amène au troisième volet du plan de relance sur ces questions emploi-formation, c'est le FNE Formation. Le FNE Formation, il existe déjà, hein, parce que c'est un dispositif qui est ancien, qui a été très, très massifié en mai, puisqu'il a été ouvert à tous les salariés en activité partielle. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 70 millions d'euros qui ont été engagés par les entreprises pour former leurs salariés en activité partielle. L'objectif, d'ici fin 2021, au niveau national, c'est d'arriver à 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, un gros effort qui est fait pour accompagner les entreprises qui auraient recours en particulier à l'activité partielle à investir sur les compétences de leurs salariés pour être prêtes à repartir très vite quand le marché s'éclaircira. Voilà sur la présentation assez synthétique, j'espère, des trois volets sur l'emploi qui concernent spécifiquement les entreprises. Je vais vous parler très, très longuement du plan jeune au-delà de ça, mais je pense que ça intéressera un peu moins nos auditeurs. Très bien.
Très, très bien. Juste une question un peu pratique et pour éviter que les entreprises se retrouvent en situation délicate ou situation fautive. Un salarié qui a bénéficié de chômage partiel. L'entreprise s'aperçoit après coup que l'activité ne repart pas, qu'il y a vraiment des problèmes, je dirais, de charges, de commandes qui ne sont pas suffisantes, etc. Elle est amenée un petit peu à diminuer ses effectifs. Cette entreprise peut-elle procéder à des licenciements? Alors, le principe, hein, c'est les salariés en activité partielle de longue durée sont protégés des licenciements économiques. Pour autant, alors ce n'est pas encore le droit aujourd'hui, c'est un décret qui va être produit dans les prochaines semaines. Tout le monde a bien conscience que c'est très compliqué de demander à un chef d'entreprise sur une période de 1 an, 2 ans, parce que c'est bien de ça dont on parle pour l'activité partielle de longue durée, de s'engager à maintenir, quoi qu'il en soit, un niveau d'effectif de son entreprise, alors que malheureusement, les perspectives de marché restent encore assez floues. Donc, du coup, il y a bien un engagement de principe de ne pas procéder à des licenciements économiques sur les salariés couverts par l'activité partielle de longue durée. Cet engagement et du coup le remboursement que l'administration serait fondée à demander à l'issue de la période s'il y avait effectivement eu des licenciements sera apprécié au regard de l'activité économique d'entreprise, du retournement de marché qui aurait pu se passer, etc. Donc le principe est bien là et on attend des entreprises qu'elles s'engagent sur ce sujet-là et notamment que les accords qui doivent être discutés au sein des CSE, comme mentionnent ce point-là. Vraiment, il y a une volonté importante que ce soit partagé au sein de l'entreprise entre les partenaires sociaux. Maintenant, si on se rend compte que le marché a subi un gros retournement ou qu'il n'est pas reparti comme il était anticipé, on ne demandera pas aux entreprises de rembourser de façon binaire. Très bien, merci. Justement, cette question me permet de rebondir sur l'aspect économique. Et là, je m'adresse à M. Le Percher ou M. Rudan, je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Les TPE et PME, et surtout dans le secteur de la sous-traitance, elles sont un peu en bout de chaîne économique. En réalité, c'est elles qui vont avoir le redémarrage le plus tardif possible. Comment peut-on soutenir ces entreprises dans la durée, le temps que l'activité redémarre, en termes de trésorerie, par exemple? Alors, choses. Monsieur Le Percher ou M. Rudan, je ne sais pas. Pardon, monsieur Rémy ou monsieur Rudan. Alors, monsieur Rudan. Écoutez, c'est tout. Voilà. Je vais forcément moins bon que les équipes, mais du coup, j'espère avoir une tolérance de votre part. Il y a deux situations qu'il faut qu'on évoque. La première, c'est celle des entreprises qui sont d'ores et déjà confrontées à une difficulté de trésorerie et qui sont vraiment concrètement très à la peine. Elles peuvent, en sollicitant une instance qui s'appelle le Codéfi, obtenir, et pour les TPE, PME, c'est très, très utile, en fonction de leur taille, en fonction de leur situation, des dispositifs d'aide remboursables, voire de prêts participatifs qui permettent pour les toutes petites entreprises à la fois d'avoir un soutien en trésorerie et puis un renforcement de la structure financière du bilan. Ça, ce sont pour les entreprises qui sont dans une situation de difficulté déjà rencontrée parce que malheureusement, évidemment, il y en a. Le deuxième outil qui existe n'est pas un outil qui est mis en place directement par l'État, mais dans le partenariat que nous avons et qui est très, très étroit et vraiment que je veux saluer avec le Conseil régional, constatant qu'il y avait non pas une vacance, mais en tout cas un objet à travailler sur les toutes petites entreprises. Avec le Conseil régional, nous avons acté qu'il serait positionné sur les entreprises de moins de 20 salariés, notamment au travers d'un fonds qui s'appelle le fonds Résilience, qui est très, très sollicité et qui permet aux entreprises d'obtenir sous forme de prêts
sous forme de prêt, un soutien très opérationnel. De la même façon, le Conseil régional a mis en place un autre outil qui s'appelle le fonds rebond, qui vise à permettre l'obtention de prêts à taux zéro jusqu'à un montant qui, je crois, est de l'ordre de 300 000 euros au maximum. Voilà. Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des dispositifs très complémentaires et qu'on essaie de les monter en bonne intelligence avec nos collègues du Conseil régional. Très bien, merci. Monsieur Rémy, peut-on faire la différence, me demande-t-on, entre subvention, prêt, apport en fonds propres? Est-ce que vous pouvez nous donner une clarification un petit peu de ces différentes possibilités d'apport financier aux entreprises, et en faisant un petit peu la différence et le tri et quelques conseils pratiques pour les uns et les autres? Alors, ce qui est vrai, c'est que les différents dispositifs dont on parle, la modalité d'intervention et l'aide que peut apporter l'État peut effectivement varier. Si on revient sur les fonds dont je parlais tout à l'heure de soutien à l'investissement industriel, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des subventions. Donc, c'est des subventions directes apportées aux entreprises avec des taux d'intervention qui peuvent aller jusqu'à 80%. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement utiles pour les entreprises et peuvent vraiment aider à déclencher des investissements. Donc ça, c'est vraiment de la subvention pure et c'est important de le rappeler. Par contre, effectivement, sur d'autres outils et notamment sur les outils dont Gaëtan vient de parler, qui sont à destination des entreprises en difficulté, ce sont donc soit des avances remboursables, soit des prêts. Mais ce sont donc des aides qui ont vocation à être remboursées à terme. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Rudan, vous avez quelques compléments d'information sur ce point-là? Je crois qu'une nouvelle fois, on est dans une période où je le regrette et je m'en réjouis à la fois. Le gouvernement s'efforce de mettre en place les outils qui permettent de balayer l'ensemble des besoins. Et donc, je m'en réjouis parce que ça veut dire qu'on essaie d'être aussi proche que possible des besoins des entreprises. Et je le regrette parce que je sais que dans cette période-là, c'est difficile pour un chef d'entreprise d'avoir toute la visibilité qu'il peut souhaiter. Donc, une nouvelle fois, je réfère à notre site internet pour les collègues, les chefs d'entreprise qui souhaiteraient avoir des informations opérationnelles. Le réseau consulaire est actuellement mobilisé pour essayer d'appeler un grand nombre de petites et moyennes entreprises pour justement répondre individuellement aux besoins et aux questions qu'ils peuvent avoir. Et nous-mêmes, essayons en ce moment d'appeler un grand nombre d'entreprises de taille intermédiaire pour essayer d'être dans le contact direct, ce qui n'est pas forcément aussi simple qu'on le souhaiterait même sur un webinaire. Très bien, merci. Maintenant, j'ai quelques questions concernant les aides et les exonérations de charges sociales, notamment par rapport à l'URSSAF. Ça peut être une question pour Monsieur Le Percher. Quelles sont les aides spécifiques pour les TPE? Alors, je vais laisser Monsieur Rémy répondre. On est plutôt sur ces sujets. Oui, alors, pas de problème. Donc, peut-être revenons sur… donc, si jamais on parle du report et des exonérations sociales, revenons peut-être avant sur les reports. Donc, du coup, quand même, à rappeler qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte global de reprise d'activité économique, les cotisations sociales sont exigibles et les entreprises doivent s'en acquitter. Bien sûr, si jamais, et c'est clair qu'il y a des cas d'entreprises qui pourraient potentiellement avoir des difficultés pour s'en acquitter, des plans d'apurement sont
possibles et peuvent être mises en place à travers un dialogue amiable avec l'URSSAF. Donc, si c'est la situation de votre entreprise, il faut directement prendre contact avec votre URSSAF pour que ces plans puissent être mis en place. Maintenant, si on revient spécifiquement sur la question des exonérations. Donc, les exonérations de charges, c'est effectivement quelque chose qui a été mis en place notamment pendant l'été et ça concerne la période pendant la crise. Donc, il y a deux types d'entreprises qui sont éligibles. Il y a les entreprises donc, de moins de 250 salariés dans des secteurs très spécifiquement impactés, notamment l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les activités culturelles, etc. Donc, la liste est disponible sur le site de l'URSSAF. Et donc, ça concerne en particulier les TPE, moins de 250 salariés. Donc, pour ce type d'entreprise-là, il y a des exonérations de charges sociales possibles allant de la période du 1er février au 31 mai. Deuxième catégorie d'entreprises qui sont concernées, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui ont connu des fermetures administratives. Et pour ces entreprises-là, la période sur laquelle il peut y avoir des exonérations, c'est du 1er février au 30 avril. Donc, également important de rappeler que pas toutes les cotisations sociales peuvent être exonérées. En effet, donc c'est qu'une partie des cotisations. Donc, référez-vous au site de l'URSSAF pour en avoir exactement le détail. Pour en avoir le détail. Et aussi également important, ça ne s'applique pas aux cotisations salariales. C'est uniquement les cotisations patronales. Par ailleurs, et chose importante à signaler, les cotisations qui auraient été payées peuvent être remboursées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de savoir. Et donc, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de ces mesures, n'hésitez pas à solliciter directement votre URSSAF. Mais donc, bien entendu, ça concerne entre autres les TPE. Peut-être un point, désolé, je me rends compte que j'ai oublié. Si on revient juste sur le report de charges sociales, il y a encore quelques secteurs pour lesquels des reports de charges sociales sont possibles. Je pense notamment à tout ce qui est spectacle, festival, etc. Donc vraiment des secteurs extrêmement durement touchés. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le site de l'URSSAF pour avoir un détail précis de l'ensemble des secteurs concernés. Oui. Pendant qu'on est sur cette partie qui concerne donc les charges, l'activité partielle n'indemnise que 60% des salaires chargés quand l'entreprise dépend d'une convention type, par exemple, Syntec. Très difficile de conserver des consultants si l'entreprise doit supporter 40% de leurs charges depuis plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Qu'est-ce qu'il y a comme conseil pratique pour ces entreprises-là? Alors, peut-être une première chose, c'est que l'activité partielle, comme son nom l'indique, c'est quand même qu'il y a un peu d'activité. Donc, un salarié qui verrait son activité réduite à zéro, on pourrait se poser la question de est-ce que l'activité partielle, c'est le bon dispositif pour en assurer la préservation. Je vous le dis parce que je n'ai pas pensé, peut-être à le préciser tout à l'heure, mais l'activité partielle peut être combinée avec d'autres dispositifs, type rupture conventionnelle collective, plans sociaux, accords de performance collective. Je vous invite à regarder ces possibilités d'après, surtout pour les APC. Avec simplement ce qu'il faut, c'est avoir des périmètres de personnes bien définies a priori pour pas qu'on se retrouve avec un flou quand on fera les comptes à la fin, de savoir si oui, on a payé l'activité partielle finalement sur le PSE, etc. Je passe là-dessus, mais disons, voilà, je pense que c'est à chacun des chefs d'entreprise de voir, en fonction de la situation de son entreprise, en fonction de son plan de charge estimé dans les mois qui arrivent, quelle est la part de son entreprise sur lesquelles l'activité partielle est plus pertinente, quelle est la part sur laquelle, malheureusement, ça ne suffit pas. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais voilà, c'est peut-être comme ça que je prendrais les choses sur le cas d'un consultant qui, malheureusement, aurait une activité extrêmement réduite. Extrêmement réduite, oui. Alors, allons plus loin. Parlons, par exemple, des startups. Alors, est-ce que vous avez un dispositif spécifique pour les startups? Alors,
Tu prends, Olivier? Ouais, bah, Vas-y. je peux prendre. Peut-être à destination des startups, première chose à rappeler, c'est que dans les mesures d'urgence, notamment, je pense aux prêts garantis par l'État ou autres, des dispositifs spécifiques avaient été mis pour répondre aux problématiques des startups. En effet, vous en souvenez peut-être, dans le prêt garanti par l'État, c'était 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente qui était le montant maximal possible du prêt. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément adapté pour ce type de population d'entreprise. Et donc, une clause spécifique avait été mise en place pour que l'on puisse s'en référer plutôt aux masses salariales des entreprises. Donc, les problématiques spécifiques des startups avaient été prises en compte dès le début et pendant l'urgence. Alors maintenant, en dispositif spécifique également pour cette population-là, l'un des problématiques qui a été identifié, c'est que en cette période, les levées de fonds pouvaient être plus compliquées pour ces entreprises-là. Donc en particulier, un dispositif qui s'appelle le French Tech Bridge a été mis en place pour pouvoir justement permettre de financer les entreprises et faire le pont entre deux levées de fonds. Donc, du coup, ça permet de soutenir en fonds propres ces entreprises-là. Et c'est un dispositif qui est mobilisable dès à présent et jusqu'à la fin de l'année. Quand vous dites un soutien en fonds propres, ça se traduit comment? C'est une prise de participation? C'est quoi exactement? Alors, donc c'est un soutien qui va, je crois, de 100 000 euros à 5 millions d'euros et ça prend la forme d'obligations convertibles. Voilà. D'accord. Ok, donc obligation convertible. Très bien. Bon. Et il y a aussi. Je vous écoute. Oui, non, juste, désolé, c'était pour rappeler que ça devait être également en cofinancement avec du privé. De cofinancement avec du privé. Absolument. Très bien. Bon, bah écoutez, nous nous acheminons doucement vers la fin de ce webinaire. Vos explications et vos interventions, je l'espère, ont pu permettre à nos téléspectateurs, je dirais, d'avoir une idée un peu précise de ce plan de relance. Comme disent de conclusion, Monsieur Rudan, que pouvez-vous dire aux entrepreneurs de notre pays? Écoutez, d'abord, je veux dire, et j'espère qu'on a essayé de le montrer aujourd'hui, les pouvoirs publics, l'État, mais aussi les collectivités, notamment les collectivités régionales, continuent à être complètement mobilisées. Vous l'avez vu, à chacune des questions qui ont émergé, on a un certain nombre de dispositifs qui sont pensés pour être mis en place. On n'a peut-être pas encore toutes les réponses à toutes les questions, mais vraiment notre mobilisation reste totale. C'est donc un premier message que j'ai envie de faire passer. Nous sommes et nous continuerons à être aux côtés des chefs d'entreprise parce que la priorité vraiment portée de manière très très forte dans le plan de relance par le gouvernement, c'est de faire en sorte de soutenir les entreprises et de faire de l'emploi une priorité absolue. Je pense qu'on comprend tous. Donc voilà, un message de mobilisation très fort des services de l'État aux côtés des entreprises. Et puis, le dernier message, mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure en conclusion, mais soyons tous extrêmement conscients que chacune de nos actions joue aussi sur la situation sanitaire, que les prudences qui sont les nôtres permettent de limiter la dissémination du virus et que avant de parler de soutien, avant de parler de relance, il faut qu'on soit tous mobilisés sur la prévention et notamment la prévention dans les entreprises, même si je sais qu'évidemment, ça n'est pas de loin s'en faut le seul lieu qu'il faut traiter. Voilà. Donc un grand merci aux uns et aux autres pour votre mobilisation sur ce sujet, pour votre mobilisation autour du soutien à l'emploi. Notre pays en a vraiment besoin.
Merci infiniment, Monsieur Rudan. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous et vos collaborateurs, d'avoir su vous rendre disponible pour répondre aux questions des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Merci pour cet esprit d'ouverture et je suis sûr que auprès de la Directe, nos chefs d'entreprise pourront trouver écoute, conseil et peuvent échanger en toute transparence. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Je voulais également remercier nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission, ce webinaire. J'espère qu'on a apporté le maximum d'informations possibles et nous avons répondu à toutes vos questions. Merci également à l'organisation, aux collaborateurs et aux équipes du MEDEF Île-de-France, également les équipes des MEDEF territoriaux, MEDEF Paris, MEDEF Seine-et-Marne, MEDEF Yvelines, MEDEF Essonne, MEDEF Hauts-de-Seine, MEDEF Est parisien et MEDEF Val d'Oise. Merci beaucoup pour cette mobilisation. Merci beaucoup d'avoir relié, d'avoir su relier auprès de nos adhérents de la région ce webinaire. Et j'espère que nous avons été pertinents et efficaces et nous avons apporté le maximum d'informations à nos adhérents et aux chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Ce webinaire se termine et je tiens vraiment à vous donner rendez-vous prochainement. Je pense qu'il y a d'autres webinaires qui sont organisés par notre MEDEF Île-de-France et vous en serez informés prochainement. Merci beaucoup, merci à tous et je vous dis à bientôt.